Comme chaque année, le salon de l'agriculture draine l'essentiel du paysage politique. Dans la lignée du grand débat, Emmanuel Macron s'est prêté à un véritable marathon avec une visite de 14 heures. Après une semaine médiatique compliquée, les Gilets jaunes ont de nouveau battu le pavé samedi. Malgré la pluie de critiques, l'acte 15 a rassemblé plus de monde et prouve que la motivation reste intacte. Au Venezuela, de violents affrontements ont éclaté samedi aux frontières brésiliennes et colombiennes, en cause l'arrivée de camions humanitaires, un chaos entretenu par l'opposant Juan Guaidó, plus que jamais soutenu par Washington. Madame, Monsieur, bonsoir. L'agriculture au cœur de la campagne. À 3 mois des élections européennes, le salon international de la Porte de Versailles se transforme en théâtre politique où se ruent les principaux dirigeants. Emmanuel Macron a lancé les hostilités samedi avec une visite record de plus de 14 heures. Une visite au salon de l'agriculture pour apaiser les vaches à lait. Samedi, pour l'ouverture, le président de la République s'est rué à la Porte de Versailles dans la capitale pour s'offrir un bain de foule ultra surveillé. Une balade de 14 heures sous haute surveillance pour éviter les irruptions de gilets jaunes. Éric Drouet, un des célèbres porte-parole, était d'ailleurs dans le salon en même temps qu'Emmanuel Macron, sans jamais parvenir à s'approcher du président. Les comités d'accueil organisés avec des militants de la République en marche ont échappé à personne. Pour autant, Emmanuel Macron a bien réussi l'opération. Il avait à cœur de se montrer à l'écoute des Français venus pour lui parler au détour d'une allée. Une séquence émotion avec un retraité handicapé a d'ailleurs été diffusée en boucle dans tous les médias. À l'instar du grand débat, le président avait prévu son plan de communication, ouvert, abordable et incollable sur les dossiers. Le rendez-vous était bel et bien une nouvelle étape de la campagne pour les européennes. De leur côté, les agriculteurs avaient surtout une ambition, réussir à vivre de leur travail. La plus-value sur les produits agricoles, quoi, du coup, que les régions sont importantes, qu'on a une image forte, qu'on la valorise, qu'on la vend, qu'on souhaite la mettre en avant, qu'on a des animaux. Aujourd'hui, on a une production qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on se bat aussi pour préserver une région bocagère avec des haies. Aujourd'hui, on voit plein de haies qui disparaissent. Plus on parle en fait d'écologie, plus on la détruit. Nous, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on a toujours fait comme ça, on a toujours travaillé comme ça, de façon raisonnable, et on a des bons résultats. Les consommateurs sont contents de nos produits. Nous, on est contents de notre métier parce que ça nous rémunère un peu mieux que nos collègues. Donc voilà, je pense que c'est là. Mais c'est nous, tous les jours, on se bat. Tous les éleveurs qui sont là de Normandie, Florent, là-bas, tout ça, se battent pour faire un groupe d'éleveurs où on met en avant, soit au niveau du président de région. Il faut dire qu'en pleine revendication des Gilets jaunes, les États généraux de l'alimentation tenus il y a plusieurs mois ont fait monter les prix des produits de bouche. Une augmentation censée permettre aux agriculteurs de mieux se rémunérer. C'était d'ailleurs le message de Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, lors de sa visite ce lundi matin. C'est normal qu'il ait gardé les prix, c'est le libéralisme économique, ça, il n'y a aucun problème. Qui dit une garde des prix, ce n'est pas mon problème. Mais que les agriculteurs soient payés en dessous de leur prix revient, c'est un scandale et ce n'est plus possible. Vanter les mérites du gouvernement et botter en touche sur les points d'achoppement avec de belles pirouettes, Emmanuel Macron a comme toujours misé sur la communication. Le président des Républicains de son côté, Laurent Wauquiez, faisait également sa visite ce lundi, une visite où le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes voulait réveiller ses électeurs à la manière des vaches du salon. Le président des Républicains, conscient du risque de perdre tout un pan de ses électeurs au profit de la République en marche, s'est prononcé en faveur de la PAC, la politique agricole commune, tout en la présentant comme une disposition européenne à refondre et encourager. Le premier sujet, ça n'est pas de refondre la PAC, c'est d'abord de défendre son budget. Si on prend une PAC à moins 10%, c'est toute l'agriculture française de proximité, d'exploitation familiale qui sera détruite. Et donc notre première bataille, c'est d'abord de défendre le budget agricole de la politique agricole commune. C'est un enjeu essentiel. Derrière, c'est toute la question de quel type de modèle agricole on veut. Du côté de Marine Le Pen, le déplacement au Salon de l'Agriculture est prévu pour mardi, mais la fin de semaine a été l'occasion de visiter un élevage de cochons en Haute-Marne avec Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes. On est véritablement là au cœur de ce qu'on a envie de faire nous, c'est-à-dire le localisme, la proximité. Ce qui permet d'avoir des produits qui sont absolument sûrs sur le plan sanitaire, c'est-à-dire exactement l'inverse des accords de libre-échange qu'on nous impose et qui importent de la viande, dont monsieur me disait tout à l'heure, il travaillait en grande distribution, qu'il n'osait même pas les vendre à leurs clients tellement leur provenance était douteuse.
Évidemment, nous exprimons toutes nos inquiétudes sur les futures orientations qui sont celles de la PAC, qui sont défendues, quoi qu'on en dise, par Emmanuel Macron et ses alliés, et qui vont avoir des conséquences extrêmement lourdes sur l'agriculture française. Donc c'est un peu un symbole ici. À 90 jours des élections européennes, la campagne se lance péniblement grâce au Salon de l'agriculture. Emmanuel Macron capte toujours l'essentiel de l'attention des médias, une situation qui devrait au moins durer jusqu'à la fin du grand débat. Les Gilets jaunes ont repris du terrain pour le 15e samedi consécutif. Les manifestants ont battu le pavé un peu partout en France. Avec un regain de mobilisation et des affrontements en baisse, les Gilets jaunes tentent de faire taire les critiques. Thibaut Bastide. Les Gilets jaunes repartent de l'avant. Après une semaine médiatique difficile, les manifestants se sont une nouvelle fois mobilisés à Paris et partout en France pour le 15e samedi consécutif. Alors que bon nombre d'observateurs mainstream s'accordent à dire que le mouvement s'essouffle en s'appuyant sur des sondages sur le soutien en baisse des Français, force est de constater que l'acte 15 a fait mentir la déprime. En effet, malgré la période de vacances scolaires et l'ouverture du salon de l'agriculture où Emmanuel Macron a passé la journée de samedi, les Gilets jaunes étaient bien au rendez-vous. Même le gouvernement a été forcé de le reconnaître. En effet, après des sous-évaluations de chiffres chaque semaine, le ministère de l'Intérieur a été contraint d'enregistrer une hausse de la mobilisation avec plus de 46 000 manifestants dans toute la France contre 41 000 la semaine passée. Un chiffre encore bas comparé aux images des cortèges. Les Gilets jaunes avaient organisé leur propre décompte et affiché 113 392 manifestants. J'ai jamais vu autant de monde à Clermont, donc le mouvement ne s'essoufflera pas, il trouvera d'autres formes, mais il continuera quoi qu'il arrive jusqu'à ce qu'il démissionne, jusqu'à l'Assemblée constituante. Bon alors on est là pour le pouvoir d'achat, pour du travail pour les jeunes et pour des libertés surtout, énormément de libertés, parce qu'en ce moment on est dans un pays où les libertés sont en train de foutre le camp. Des manifestants dont la motivation ne faiblit pas, une mauvaise nouvelle pour le gouvernement qui s'est pourtant appliqué à dénigrer le mouvement lors d'une semaine d'offensive médiatique. D'ailleurs, lors de son passage au Salon de l'agriculture, le porte-parole des Gilets jaunes libres, Benjamin Cauchy, a rejeté les accusations visant à décrédibiliser la mobilisation. On peut clairement se poser la question de savoir s'il n'y a pas du laisser-faire et s'il n'y a pas une volonté de dénigrement du mouvement. D'une part, par l'enlisement, le grand débat a été pour Emmanuel Macron l'occasion de faire traîner et de faire durer la manifestation. Et du coup, nos revendications sont en train parfois de s'éteindre parce qu'il allume des contre-feux. Le premier contre-feu, c'était la violence. Le second contre-feu, c'était l'antisémitisme. Et clairement, les Gilets jaunes ne sont ni des antisémites, ni des racistes, ni des casseurs. On revendique simplement pour mieux vivre demain. Cet acte 15 a en partie fait taire les critiques concernant la violence en marge des cortèges de Gilets jaunes. En effet, le regain de mobilisation s'est conjugué avec une baisse des affrontements. Si des heurts ont éclaté à Paris, à Clermont-Ferrand où des poubelles ont été incendiées et des vitrines dégradées, ou encore à Montpellier où les militants d'extrême gauche ont été empêchés de saccager un restaurant McDonald's par des Gilets jaunes, les rassemblements se sont globalement passés dans le calme. Cependant, les regards se sont tournés vers la gestion policière. De ce côté, la mobilisation clermontoise a rapidement été arrosée à la sauce lacrymogène. Même constat à Rennes ou à Toulouse. À Paris, l'acte 15 a de nouveau été marqué par le problème lié aux lanceurs de balles de défense. Un policier a d'ailleurs été filmé en train de viser les manifestants à hauteur de visage avant de se raviser. Une situation qui traduit l'impuissance d'un gouvernement qui n'arrive pas à éteindre le brasier social enflammé le 17 novembre dernier. Après avoir fêté ses 3 mois d'existence, le mouvement des Gilets jaunes campe toujours sur ses positions. Cette hausse de la mobilisation démontre que le grand débat initié par le gouvernement ne permettra pas d'éteindre la colère des Gilets jaunes, toujours déterminés. Entre affrontements et guerre des images, le Venezuela a connu de nouvelles scènes de violence samedi aux frontières brésiliennes et colombiennes. En cause, l'arrivée de convois humanitaires. Olivier Frère-Jacques. Des affrontements aux frontières et au moins 2 morts, dont un jeune garçon de 14 ans. C'est le résultat des manifestations qui ont entouré l'arrivée de convois humanitaires en provenance du Brésil et de la Colombie et à destination du Venezuela samedi.
Les partisans de l'opposant Juan Guaidó s'étaient mobilisés aux frontières pour accueillir ces convois que le président élu, Nicolás Maduro, refuse. Un refus qu'il justifie par le risque d'ingérence américaine que constitue l'arrivée de ces camions. La communication autour de cette aide a été bien organisée et permet à l'opposant soutenu par Washington de remporter une nouvelle bataille des images. Ainsi, Juan Guaidó annonçait en amont l'arrivée de cette aide qu'il qualifiait de pacifique et tranquille. La ayuda humanitaria, en definitiva, va camino a Venezuela de manera pacífica y de manera tranquila para salvar vidas en este momento en Venezuela. Muchas gracias. Une aide humanitaire pacifique et tranquille, mais qui a tout de même causé la mort de 2 personnes à la frontière brésilienne samedi. 2 victimes auxquelles s'ajoutent au moins une trentaine de blessés et un mort supplémentaire le vendredi. À la frontière colombienne, aucun mort a priori, mais au moins 42 blessés dans des affrontements entre forces de l'ordre et partisans du coup d'État de Juan Guaidó. Ces opérations communication mortelles profitent une fois de plus à l'opposant non élu qui a désormais beau jeu d'accuser le président Maduro de faire tirer sur des civils. Une agitation orchestrée par les États-Unis aidés de leurs alliés colombiens et brésiliens qui montre les difficultés auxquelles doit faire face Caracas. Entouré d'États pro-américains, le pays se trouve pris en tenaille avec à l'est le Guyana, au sud le Brésil et à l'ouest la Colombie. Le refus de ces convois humanitaires, perçus comme un véritable cheval de Troie américain dans le pays, n'empêche en revanche pas Caracas d'accepter l'aide en provenance de Moscou, soutien au président Maduro. Mais la réception de ces aides est évidemment moins médiatisée et les images retenues par le grand public international sont celles des convois stoppés aux frontières. Une guerre des images à laquelle s'ajoute la médiatisation de la désertion de militaires vénézuéliens. En effet, selon les services migratoires colombiens, quelques 60 militaires auraient quitté les rangs de l'armée pour rejoindre la ville frontalière de Cúcuta. Des désertions dérisoires et symboliques qui ne doivent pas faire oublier que l'armée vénézuélienne compte tout de même plus de 360 000 personnels actifs dans les forces de sécurité. La déstabilisation du pays et les images chocs de fin de semaine préparent, comme souvent dans ces opérations initiées par Washington, au scénario d'une intervention militaire, justifiée cette fois-ci par le droit d'ingérence humanitaire. Et pour ceux qui doutent encore de la place états-unienne dans ce petit jeu, l'opposant non élu soutenu par Washington, Juan Guaidó, rencontrait ce lundi matin le vice-président américain Mike Pence en Colombie, à Bogota. Et on reste avec Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Ôter cette identité régionale que je ne saurais voir, le basque Bichincho Bilbao, champion du monde de pelote à la main nue par équipe, est suspendu pour 1 an pour avoir brandi un Ikurina, un drapeau basque, sur le podium en 2018 à Barcelone. La sanction a été rendue par la Fédération internationale de pelote basque qui estime que ce geste est politique, ce que rejette le sportif qui affirme qu'il reflétait seulement la fierté de ses origines et de sa culture. La Fédération française de la discipline est aussi visée puisque l'autorité internationale la menace de sanctions en cas de récidive. Bichincho Bilbao va pour sa part faire appel de cette décision, tout comme la Fédération française qui soutient son joueur. Europe 1 méprise ses auditeurs. On avait des suspicions au vu des partis pris toujours politiquement corrects de l'antenne. On a désormais des preuves. Mediapart a révélé que la station de radio affichait pendant plus de 20 ans ses auditeurs en les affublant de qualificatifs aussi sympathiques que, je cite, voix de vieille pédale, gros con ou encore facho et bien d'autres. Problème, les informations confidentielles sur les auditeurs consignaient dans certains cas leur origine, type accent juif tunisien ou accent du Maghreb, pas toujours clair. À cela s'ajoutaient également des données sur l'état de santé des auditeurs puisque certains séropositifs téléphonaient pour évoquer leur maladie, à l'instar de malades du cancer. En tout, ce sont quelques 573 000 auditeurs qui auraient été passés au crible. La CNIL s'est visiblement contentée d'un rappel à l'ordre. Des djihadistes de nationalité française livrés à l'Irak. Il serait une vingtaine de combattants, dont 14 Français, à avoir été transférés jeudi par les forces démocratiques syriennes, groupe armé de lutte contre Daesh soutenu par Washington. Un transfert opéré alors que l'État islamique est plus que jamais acculé en Syrie et que le président américain Donald Trump a demandé aux États européens de rapatrier leurs ressortissants djihadistes. En outre, 280 Irakiens combattants de Daesh ont déjà été livrés aux autorités de leur pays. Le Sénégal retient son souffle alors que les résultats des élections ne sont pas attendus avant mardi. Le président sortant, Macky Sall, revendique déjà la victoire, affirmant avoir recueilli au moins 57% des suffrages. Sur la base des résultats qui nous sont parvenus ici au siège de la
grande coalition présidentielle, les résultats compilés nous disent aujourd'hui qu'il nous faut féliciter le président Macky Sall pour sa réélection. Après de violentes heures les jours précédents, le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais la mission d'observation électorale européenne a déploré le manque de contrôle du déroulement des élections. La situation pourrait à nouveau s'embraser après la proclamation des résultats officiels. Le Roundup encore sur le banc des accusés. 6 mois après un premier procès historique intenté et gagné par un jardinier malade, le célèbre désherbant au glyphosate de Monsanto fait de nouveau face aux tribunaux. Un Américain accuse en effet le produit d'être à l'origine de son cancer. Ce nouvel épisode judiciaire se déroule à San Francisco. Il est le premier à s'ouvrir au niveau fédéral américain. En août, déjà, un jury populaire avait condamné Monsanto à verser 289 millions de dollars de dommages compensatoires et punitifs, estimant que son produit avait considérablement contribué à la maladie d'un plaignant et que la marque avait sciemment omis d'avertir des risques. Le verdict avait toutefois été réduit à 78,5 millions de dollars. Attaque virtuelle sans précédent. Ce lundi matin, le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi, a confirmé qu'une attaque de grande ampleur était menée sur Internet par des pirates informatiques contre l'ICANN, l'annuaire central de l'Internet. L'organisme fondé en 1998 coordonne à l'échelle internationale les identifiants uniques des ordinateurs qui leur permettent de communiquer entre eux. Selon le secrétaire d'État, c'est une attaque sans précédent dont les objectifs n'ont pas été identifiés pour le moment. Précisons qu'à l'heure de la confirmation de Mounir Majoubi, on ignorait si l'attaque avait pu être stoppée ou si elle était toujours en cours. Le sport au goût du jour, la marque Decathlon propose en effet un hijab, comprend un voile pour pratiquer la course à pied. Déjà en rupture de stock sur le site web français, la marque explique qu'il a été pris d'assaut par les acheteuses marocaines. Decathlon précise qu'il était nécessaire de répondre aux besoins de toutes les femmes qui ont envie de pratiquer la course à pied. En 2017, la firme américaine Nike avait déjà proposé un Nike Pro Hijab, des vêtements très prisés par les pétromonarchies. Voilà, on s'approche de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Raphaël Delpar est cinéaste et romancier et il publie un ouvrage sur les pères de famille privés de leurs enfants. Il faut effectivement considérer que l'homme, le père, a les mêmes droits que la mère. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la mère, la femme, a porté l'enfant, qu'elle l'a mis au monde, qu'elle a plus de droits que le père. Un enfant, c'est un père, une mère, un père. S'il n'a pas ça, il ne peut pas fabriquer d'image. Il ne peut pas avoir de repères, tous ces repères. Et tous ces enfants, parce qu'on n'a pas évoqué les enfants, il faut savoir que tous les enfants de ces couples sont des enfants malheureux, sont des enfants détruits. Et la société les détruit. Non seulement les couples, dans leur folie en quelque sorte, détruisent leurs propres enfants. C'est un abandon en quelque sorte. Donc il faut revenir aux fondamentaux, comme disait Politique, c'est-à-dire redire qu'est-ce que c'est que le couple, qu'est-ce que c'est que la famille. Sans la famille, on n'existe pas. Et puis ce soir, vous avez également rendez-vous avec Politique Éco. Olivier Pichon reçoit le journaliste économique Pierre Jovanovic pour sa revue de presse. Et tout de suite, évidemment, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes Libertés Politiques avec François Billot de Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Récemment, un excellent esprit nommé Michel Drac, un écrivain, un grand lecteur, un type qui ressemble étrangement sur le plan moral à Gustave, le bouquiniste de Campagnol, c'est-à-dire assez de droite mais version anarchiste, avec une tendance un peu facétieuse, une tendance vieille originale. Eh bien, ce Michel Drac s'étonnait d'une stupidité proférée par le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas la première, et qui disait tranquillement que toute forme d'insurrection populaire était illégitime, c'est-à-dire anti-républicaine, donc honni, hors la loi, contraire à la morale, etc. Ça tombe bien que je vous parle en ce moment de cette question en léger différé de Hongrie, de Budapest, parce que
En matière d'insurrection, la Hongrie en connaît quand même un rayon, notamment depuis 1848, et que nombreux ont été les Français pendant la Révolution de 48 à avoir chanté les louanges des patriotes hongrois comme Kossuth parce qu'ils avaient su se libérer des Habsbourg. Kossuth, dont je vous rappelle qu'il a passé 2 ou 3 années en prison pour avoir précisément appelé à l'insurrection contre un ordre détesté avant d'obtenir finalement de le changer profondément, cet ordre, et d'obliger l'Autriche à plier, d'obliger la propriété à changer de nature en Hongrie. Et peu à peu, c'est là que je voulais en venir, le mouvement des Gilets jaunes, avec sa détermination, ses blessés, ses emprisonnés, est en train de se rapprocher tout doucement et sans aucun doute des grands soubresauts dans la France et coutumière 1 ou 2 fois par siècle. En fait, quand on regarde l'histoire de la plupart des pays européens, l'insurrection est un acte fondateur qui permet de réformer, de restaurer la dignité des peuples, de punir les élites et les profiteurs. Et on peut dire que tout l'imaginaire socialiste français est bâti sur cette idée que l'agitation dans la rue, la pression exercée sur le gouvernement sont de bonnes choses quand elles vont dans le sens que vous souhaitez, c'est-à-dire celui qu'il souhaite faire tomber les privilèges, non pour les abolir, mais pour en jouir à leur tour. Mais visiblement, ni Emmanuel Macron, ni sa dernière garde, là, ne souhaitent que les gilets jaunes, c'est-à-dire ceux qui prônent l'insurrection lente, raisonnée, insistante, gagnent du terrain dans les esprits, alors que par exemple, si on leur posait la question, ils n'hésiteraient pas à soutenir l'insurrection chez les autres, en Ukraine par exemple, et pourquoi pas en Hongrie, puisqu'à les entendre, le gouvernement hongrois est formé d'horribles xénophobes avec 5% de croissance quand même. Donc apparemment, il existe de bons et de mauvais mouvements populaires. D'après notre génie national Castaner, les bons mouvements populaires sont ceux qui défendent la dignité des peuples contre l'oppression, ce que personne ne contredira, sauf qu'il a du mal à se faire à l'idée, visiblement, comme Cohn-Bendit, comme les 68ards repus qui dirigent des journaux subventionnés, que l'oppression en ce moment, eh bien c'est lui, ce sont eux. On voudrait nous faire croire que le bien a changé de camp et qu'il est du côté de l'Amérique radieuse et triomphale qui donne des ordres à nos banques centrales, mais en fait, c'est eux qui ont changé de camp. Le bien, lui, n'a pas bougé. Il est toujours du côté des gens qui cherchent à donner un sens à leur vie, une âme à leur pays. Et on est obligé de constater que la démocratie, qui fait des affaires en même temps que de la morale, fait bien plus d'affaires qu'elle n'a de morale, ou qu'elle n'en fait. Les gens savent très bien d'où vient la légitimité d'un régime et qu'il ne suffit pas de susciter des indignations artificielles, comme par exemple en ce moment la fameuse montée de l'antisémitisme français, ou prétendu tel, pour donner l'impression au peuple qu'on est de son côté. Notre ministre de l'Intérieur, là, aurait expliqué à Gavroche en 1832 qu'il est un dangereux fasciste. Et là, quand il nous dit que le monde civilisé a honte de nous à cause de cette insurrection permanente contre la démocratie que seraient à ses yeux les Gilets jaunes, il oublie que les misérables sont restés 2 ans à l'affiche de Broadway et que notre pays, comme la Hongrie, n'aura gardé son honneur que par l'insurrection. Abonnez-vous, merci. En Chine, où le contrôle des naissances sévit depuis de nombreuses années, notamment avec la politique de l'enfant unique mise en œuvre de 1975 à 2015, la situation est dramatique. Les familles, quitte à n'avoir qu'un seul enfant, ont bien souvent fait le choix d'avoir un garçon à tout prix et un seul garçon, plus à même de les soutenir financièrement dans leurs vieux jours. Officiellement, le diagnostic prénatal du sexe du bébé est interdit. Dans les faits, on se retrouve avec des générations entières de garçons dûment sélectionnés. Et ces garçons ne trouveront jamais l'âme sœur, puisqu'il apparaîtrait qu'il manque environ 100 millions de femmes en Chine aujourd'hui. Oui, la situation est véritablement dramatique, puisque pour énormément d'hommes, il n'y a plus de mariage possible, il n'y a plus de famille possible. À jouer les apprentis sorciers,
La Chine a créé à très grande échelle une société stérile qui doit désormais contempler avec horreur et anxiété sa propre fin, car évidemment, pour avoir des enfants, il faut un homme et une femme, et il y a un manque crucial de femmes dans ce pays. Certains hommes sont prêts d'ailleurs à débourser des fortunes pour se trouver une épouse qu'ils vont aller chercher à l'étranger, et ils alimentent ainsi une sorte de nouvelle traite des temps modernes. Bien faibles sont des voix pour s'élever et dénoncer cet état de fait. Et pour cause, l'avortement sélectif des femmes est le fruit d'un système eugéniste et surmédicalisé que nous avons contribué à faire émerger dans nos sociétés occidentales. Chez nous, ce sont les handicapés potentiels que l'on élimine. En Extrême-Orient, ce sont les femmes. Deux recettes du même mal du siècle, une tendance qui consiste à jouer aux apprentis sorciers pour détruire les équilibres au service de la culture de mort. Si j'osais paraphraser Malraux, je dirais « Le XXIe siècle sera destructeur ou ne sera pas ».